ce nouvel épisode du podcast Performance et Harmonie, réalisé par PHcom dans le studio de Transforma à Bruxelles, avec l'aide technique de Podcast Factory.org. Le podcast Performance et Harmonie est destiné aux responsables marketing et vente ainsi qu'aux dirigeants de sociétés assumant des fonctions commerciales. Nous vous partageons tous les mois les bonnes expériences en matière de recherche de nouveaux clients pour les entreprises actives en business to business. Vous pouvez retrouver chaque épisode sur le site de phcom.be, PHCOM, et également sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous pouvez soutenir ce podcast et favoriser sa visibilité en le partageant avec le plus grand nombre via un like, un comment, un share. Le répondeur est toujours actif pour que vous puissiez nous laisser un message. Nous y répondrons avec grand plaisir. Vous pouvez également prendre un rendez-vous directement avec Nadia ou Stéphane en allant sur phcom.be. À bientôt. Bonjour Thibaut. Bonjour Camille. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui dans ce podcast pour la suite de nos épisodes. Alors raconte-nous, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi Kick & Rush? Alors, au niveau professionnel, bien sûr, Kick & Rush, c'est une société qui est active dans le merchandising, en français le cadeau d'affaires. Et donc on aide les entreprises à promouvoir soit leur marque vers l'extérieur, soit depuis le Covid, également promouvoir l'entreprise en interne, donc vis-à-vis des collaborateurs. Le merchandising, c'est quoi? On prend par exemple une gourde et on met le logo d'une entreprise dessus, c'est ça? Ou c'est un peu... C'est un peu banalisé, je crois, ce que je dis, mais c'est quoi concrètement? Non, mais c'est tout à fait ça. Donc, tout objet qui est utilisé au quotidien, sur lequel on va mettre un logo, on va mettre un prénom, on va mettre un message, et on va tenter de communiquer avec ce produit dans le temps. On va rester à côté des gens pour promouvoir de nouveau une idée, un produit, une marque. Et c'est quel type de produit que vous utilisez? Alors, il y a différentes catégories. Il y a des catégories qui fonctionnent vraiment très très fort, comme le textile, tout ce qui est gourde ces derniers temps, tout ce qui est technologique. Mais il y a aussi des produits qui sont plus produits de la bouche, art de la table. Donc ça comprend toute une série de gammes de produits qui sont utiles au jour le jour. Je présume qu'il y a beaucoup de concurrence dans ce secteur-là. Comment ça se passe et qu'est-ce qui vous différencie? On est nombreux. Différentes sociétés s'adressent à différents secteurs, à différents publics. Chez nous, on est spécialisé dans les toutes grosses sociétés qui veulent communiquer au niveau européen, au niveau de leur gamme de produits, qui vont par exemple nous demander de leur créer un site internet pour toutes leurs filiales. Je prends un exemple, une société européenne qui a son siège en Belgique ou en France va nous demander de créer une collection et au travers de toute l'Europe, tous les collaborateurs vont pouvoir commander les produits à petite quantité. Ces produits seront, achetés en gros, donc il y a une économie pour les acheteurs. 2, on est certain que la marque est bien respectée, que le logo soit imprimé correctement, brodé correctement, etc. Et troisièmement, on est capable de leur donner tous les calculs d'émissions carbone, un éco-score, ce qui est essentiel pour le CSRD, qui est donc une directive européenne, qui est vraiment l'enjeu aujourd'hui des marketeurs et de procurement. Tant qu'on parle de CSRD, concrètement, comment ça se passe? Alors, on a développé un outil de calcul d'émissions carbone par produit. Ça veut dire qu'on va pouvoir donner à nos clients l'émission carbone, le coût écologique de la production d'un produit pour une action bien précise ou bien tout au long de l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à côté du coût économique du produit, on va pouvoir donner également le coût écologique du produit. Et donc, je vous donne un exemple. Quelqu'un voudrait, on parlait de gourde, veut choisir une gourde. On va lui proposer 2-3 gourdes à différents prix économiques, mais également à différents prix écologiques. Et il va pouvoir faire son choix entre un produit qui sera fabriqué en Europe dans un matériel plastique, un produit qui sera fabriqué en Asie dans un matériel complètement recyclé, et un troisième produit qui est peut-être un mix des deux. Et parfois, c'est très surprenant de voir le coût écologique sur un produit parce qu'on ne se rend pas bien compte de l'implication du transport qui n'est pas si grande que ça. C'est ce que j'allais dire, la différence parfois saute aux yeux en fait. Alors parfois, elle saute aux yeux. On a un très bon exemple de campagne qui commence avec PHcom pour l'instant, où justement, on vient avec 2 produits. On s'adresse aux Sustainability Managers, on leur montre simplement 2 stylos. Il y en a un qui est en bois, en bambou, et l'autre qui est en plastique. Et on lui demande quel est le plus écologique des 2. Et bien entendu, c'est celui qui est en plastique recyclé, qui est fait en Chine. Et donc, c'est utilisé pour commencer à avoir un dialogue sur toute la réflexion de l'écologie, l'empreinte carbone d'une société à travers son merchandising. Et c'est là, je présume que tu te différencies vraiment par rapport à la concurrence, du coup. Alors, on essaye tous dans notre industrie de travailler sur le sustainable parce que, il y a quelques années, notre média, puisqu'on appelle le product média, était vu comme un média qui polluait. Aujourd'hui, c'est un média qui a fait énormément d'efforts, donc toute l'industrie travaille sur le sustainable. Donc on essaye tous, à notre échelle, de mettre notre pierre à l'édifice. On parle de plus en plus aussi, quand on va face au marketing manager, du coût écologique par rapport aux autres médias. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, offrir une gourde à une personne, le coût contact écologique, donc ça veut dire
on divise le coût écologique par le nombre de fois où le produit est vu, où le logo est vu, est bien moindre qu'une pub qui est sur un réseau social, qui est sur une télé ou qui est autre part. Et donc, on a vraiment, dans notre industrie, changé complètement d'approche pour montrer que le merchandising est écologique et qu'il respecte beaucoup plus l'environnement que les autres médias. On parle d'environnement, on parle écologie, c'est quand même des points qui sont assez importants aujourd'hui et non négligeables. Quelles sont alors concrètement les valeurs de Kick & Rush ? On peut parler d'écologie, est-ce qu'il y en a d'autres qui te viennent à l'esprit ? Il y a le respect chez Kick & Rush. Depuis 30 ans aujourd'hui, c'est vraiment le leitmotiv du développement de la société. Et l'écologie en étant un respect de l'écologie, un respect de nos futures générations, etc. Mais c'est également aussi le respect du client et le respect des collaborateurs. Bon, nous avons 6 valeurs, mais c'est la valeur la plus essentielle dans notre société chez Kick & Rush. Quel conseil est-ce que tu donnerais à des jeunes ou à des gens qui veulent se lancer dans le même métier que toi ? Alors, je vais me permettre d'élargir et pas dire uniquement dans mon métier, si ça te va, Camille. Moi, j'ai commencé cette société en étant étudiant, en parallèle de mes études de marketing. Et en fait, je pense que je le déconseillerais aujourd'hui aux jeunes qui veulent se lancer. Je leur proposerais de se former dans d'autres entreprises, de se former dans des secteurs, d'aller voir à gauche, à droite ce qu'on propose. Et puis plus tard, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas d'âge pour se lancer, mais je pense qu'une des valeurs fondamentales, c'est d'avoir une bonne formation. Quand on sort des études ou qu'on est très jeune, mais parfois, on peut parfaire sa formation avec des expériences professionnelles et c'est le conseil que je donnerais. Vous pouvez bien attendre 5 ans pour développer une entreprise, je pense qu'il y a tout à fait le temps. Maintenant, on va parler de l'aspect commercial. C'est important, il faut trouver des clients, il faut que l'entreprise vive. Est-ce que tu pourrais nous raconter un échec et une expérience positive que tu as eue dans le quotidien par rapport à la recherche de nouveaux clients, de nouveaux leads ? Je crois que le plus grand échec chez Kick & Rush au niveau de la recherche des nouveaux leads, c'est le fait d'abandonner ces leads. Au travers des années, je me rends compte, quand je regarde un peu l'historique des ventes, qu'il y a toute une série de clients qui ont disparu. Pourquoi est-ce qu'ils ont disparu ? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas commandé pendant 1 an ou 2 pour x, y raison. Et on n'a pas été suffisamment assidu pour continuer. On n'a pas mis des outils informatiques pour les relances. Et donc, je pense que le plus grand des échecs de Kick & Rush, c'est d'avoir une partie de sa database qui a tout simplement disparu. Quelqu'un qui commence chez vous en tant que sales, parce qu'il y a des sales chez vous, comment ça se passe ? Vous êtes plusieurs, enfin voilà, tu m'en diras plus après sur le nombre d'équipes, le nombre de sales qu'il y a chez vous, mais comment ça se passe ? Un sales arrive, un commercial, comment vous le formez ? Comment vous mettez tout en place avec lui ? Alors, chez Kick & Rush, il y a une dizaine d'account managers et nous sommes organisés en 4 segments. Nous avons 4 segments de clients. En fonction de la taille des clients, nous proposons des services différents. Et donc, un sales, en fonction de son expérience, va commencer dans un segment ou dans un autre. Un jeune sales va commencer évidemment dans un segment un petit peu plus facile avec notre segment typiquement PME et associations. Un sales qui a 40 ans, qui a une expérience dans le secteur, va peut-être aller plus sur le segment des clients stratégiques pour la société. Alors, la formation, elle dépend évidemment du niveau de connaissance du sales. Et je ne parle pas du niveau de connaissance de l'industrie, parce que ça s'apprend assez vite, mais vraiment du niveau de connaissance qu'il a en termes de suivi de clients, développement des opportunités, etc., etc. Donc, soit des account managers viennent de l'extérieur, soit beaucoup sont venus de l'interne également. Ils ont travaillé au niveau de la société pour des supports commerciaux ou pour différentes fonctions. Et puis, à un moment donné, il y a une opportunité qui s'ouvre dans la société. Comme toujours, on ouvre d'abord les postes en interne et l'opportunité est saisie par une personne. Et donc, la formation va dépendre à ce moment-là de son background. Peut-être qu'on va devoir le former typiquement sur les techniques commerciales, ou bien peut-être qu'il va falloir le former sur les produits et les services, puisqu'il aura les techniques commerciales. On parle de techniques commerciales. Du coup, qu'est-ce que vous mettez concrètement en place ? Alors, il y a des formations continues chez Kick & Rush pour les account managers. Là, tout à l'heure, on a parlé de sustainability. Je pense que la dernière formation qu'ils ont eue il y a moins de 6 mois, c'était effectivement 2 jours full sur la connaissance des normes, la connaissance des calculs pour savoir si un produit est moins polluant qu'un autre, la formation à l'éco-score. Donc ça, c'est plus technique, je dirais. Et alors, il y a eu toutes des formations aussi sur le suivi des clients, le développement des clients, parce que c'est ce qu'on le demande aux account managers. J'expliquerai plus tard un peu comment on est organisé pour les prospects et puis pour le développement client. Mais donc, dans une société, il y a 2 choses. On grandit par l'acquisition de nouveaux clients, mais on grandit aussi par le développement des clients. Évidemment, par la non-perte de clients, mais aussi le développement des clients, puisque nous nous adressons, comme je le disais tout à l'heure, au marketing manager pour l'externe, mais également peut-être au RH pour l'interne. Et donc, une fois qu'on travaille avec une société, avec le RH, je vais dire, qui veut faire un cadeau pour ses collaborateurs, mais on va essayer évidemment de travailler avec le marketing manager. Et donc, on va étendre tisser notre toile comme une belle araignée et essayer d'aller chercher tous les différents départements. On s'adresse différemment à un marketing manager et à un DRH. Bien entendu. Et on s'adresse différemment à un procurement ou à un sustainability manager. Les discours vont être adaptés, le fond est le même, mais on parle différemment, oui, bien entendu. On parle le langage de notre interlocuteur
Et peut-être qu'on a des personnes qui sont spécialisées pour discuter de marketing avec des sociétés dans FMCG ou cosmétiques, par exemple. Et puis, on a d'autres qui sont plus spécialisés et plus attirés par le secteur des banques, du service ou de l'automobile. Et donc, on s'adresse même différemment à un marketing manager chez Deloitte ou chez KPMG qu'à un marketing manager chez L'Oréal et chez InBev, par exemple. Adapter son discours, c'est quand même très important. Et ça, on le voit aussi tous les jours dans la prospection chez nous, chez PHcom. Quelle est la plus grande réussite commerciale dont tu es fier? Est-ce qu'il y a quelque chose là qui te vient en tête? Je dirais que la plus grande réussite, c'est d'être là au bout de 30 ans et d'avoir continué à développer, d'avoir 80 personnes, d'avoir 80 familles qui sont derrière Kick & Rush. C'est à travers la confiance que nos clients ont dans Kick & Rush. Et ça veut dire que finalement, c'est qu'on travaille bien et que le client reste. Nous avons des clients qui sont fidèles depuis plus de 15 ans, je pense, et ce sont des grosses sociétés qui sont prospectées, je pense, toutes les semaines par nos collègues. Ils sont toujours chez nous et donc ça me rend fier. Je me dis que tous mes collègues font leur job et peuvent être fiers de ce qu'on a réalisé, oui. Et vous continuez de grandir et d'évoluer, c'est le principal, je pense, dans une société. On est beaucoup dans la discussion de faut-il toujours grandir et faire plus? Mais oui, c'est une ambition chez nous. On aime grandir, on aime les défis. Là, on est en train de développer énormément le marché français. On a 2 acquisitions qui arrivent dans les semaines qui viennent. Mais ce sont des challenges parce que finalement, quand on stagne, je pense qu'on s'endort. Quand on commence à s'endormir, nos collègues, mais eux, ils continuent à se développer. Donc finalement, c'est le début de la fin. Il faut jamais lâcher. Voilà, c'est ça. Jamais, bien entendu. On parlait du fait de maintenir les clients sur le long terme. C'est ça qui est quand même compliqué, je pense. Un challenge au day-to-day. Qu'est-ce que vous mettez en place pour trouver de nouveaux clients? Donc vous les trouvez. Après, on sait que le challenge, c'est de les maintenir. Mais la première étape, c'est quoi? Il faut trouver des nouveaux clients, mais il faut aussi relancer les clients dormants. Et donc, concernant ces clients, ces prospects et ces clients dormants, on s'est rendu compte que les commerciaux n'étaient pas très assidus. C'est-à-dire que, comme vous le savez, il y a des commerciaux qui sont plutôt farmers et d'autres qui sont plutôt hunters. Dans tous les cas, un commercial, il aime aller chercher les ventes, il aime développer, etc. Et donc, quand on a un client qui ne répond pas beaucoup, qui ne répond pas assez ou qui n'est pas très actif, mais le commercial, naturellement, il se développe vers un autre contact et il va aller vers des contacts des clients qui vont plus commander ou qui vont avoir plus d'interaction avec lui. Et donc, on avait toute cette partie de prospection et de redéveloppement de clients qui était un petit peu mis de côté. C'est vrai que c'est du travail de long terme et généralement, un commercial, il travaille sur le court terme. Il va être plus attiré par répondre à un client qui a envie de signer un bon de commande que par commencer à relancer 5 emails chez des prospects. Et donc, depuis quelques années, nous avons décidé d'avoir une cellule qui est vraiment spécialisée dans la prospection. Donc, avec des personnes qui sont spécialisées dans le développement de leads. Alors là, on parle vraiment de hunters. Ce sont des gens qui sont très contents d'aller signer un deal et de développer. Mais sur le long terme, ils sont aussi très contents de passer le lead à un autre commercial qui va le développer. Mais la prospection téléphonique et le suivi téléphonique nous manquaient. C'est-à-dire qu'on a développé toute une série d'outils à travers notre CRM pour envoyer des emails, faire des posts sur les réseaux sociaux par rapport à certaines personnes qui nous intéressent. Et à un moment donné, il faut appeler. Et c'est très, très spécifique. Et c'est pour ça que nous avons fait appel à PHcom pour avoir des gens qui sont très pros et qui ont le temps de relancer 5 fois, 6 fois, 7 fois, 10 fois s'il le faut et qui ne vont pas lâcher. Parce que je pense que dans la prospection, c'est ça un des éléments essentiels. Une fois qu'on a défini la cible et qu'on a un bon message, c'est de continuer, c'est de ne jamais lâcher. C'est peut-être dans 6 mois ou dans 1 an ou dans 1 an et demi qu'on va enfin avoir un rendez-vous. Et ce travail de long terme, je pense qu'il nous fallait une société de consultance pour nous aider. C'est très bien. On a fait le très bon switch là. Maintenant, on va parler du coup de la collaboration avec PHcom. Est-ce que tu penses que PHcom, du coup, vous a permis de gagner du temps? Il nous a surtout permis de ne pas perdre de temps et de garder mes équipes motivées sur vraiment la valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter. Parce qu'un très bon commercial qui va être très bon en rendez-vous et qui va développer une ligne de produit pour un client n'est pas spécialement celui qui est le plus assidu et qui va être le meilleur au premier contact téléphonique. Tout simplement, les jeunes aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'ils soient très à l'aise avec appeler un contact qu'ils ne connaissent pas sur un numéro de portable. Et donc, ils ont tendance à envoyer plutôt des messages et envoyer des mails et se cacher derrière des WhatsApp. De contourner, quoi. Voilà, c'est ça. Tout pour pas prendre en direct la porte qui se referme, tout simplement, parce que c'est jamais gai. Et donc, une société comme PHcom nous fait gagner du temps dans le sens où on n'en perd pas, si je puis dire, et on garde l'énergie de nos équipes sur des vraies valeurs ajoutées qu'ils ont. Quelles compétences commerciales te semblent essentielles aujourd'hui, que ça soit dans la collaboration avec PHcom et avec tes commerciaux, tout simplement? Bon, d'abord, c'est l'empathie et c'est aimer le contact. Je pense que c'est la première chose. Être certain de ce qu'on propose, parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'en est plus à proposer des produits. Enfin, c'était peut-être le cas il y a 20-30 ans, mais aujourd'hui, on doit croire dans ce qu'on propose. Je pense qu'il y a 2 compétences qui, pour moi, sont essentielles. Donc, l'empathie dont je parlais et la ténacité. Parce que tout de même, il faut pouvoir tenir, il faut pouvoir rebondir, il faut pouvoir continuer
Ça n'existe pas un client qu'on rencontre pour la première fois et au bout de 10 minutes, on sort avec un bon de commande substantiel. Ça, c'est pas possible. Quelle est ta prochaine ambition ou objectif commercial, que ça soit avec PHCom ou avec tes équipes? Ici, très court terme, on a une immense campagne de prospection qui démarre sur justement le CSRD dont on parlait et le côté sustainable. Et on va essayer de rentrer dans les sociétés avec notre USP, donc notre Unique Selling Proposition, qui est d'avoir ce calculateur carbone et cet éco-score sur chaque produit. Et donc, on a cette ambition de rentrer dans des sociétés avec lesquelles on n'a pas encore réussi à travailler grâce à cet aspect de côté environnemental, mais surtout de preuves et de chiffres et de data pour développer vraiment notre clientèle dans les années à venir. J'ai cru comprendre que votre prospection était orientée plus vers les headquarters. C'est quoi l'intérêt en fait de les contacter eux directement? Qu'est-ce que ça apporte à Kick & Rush? Mais souvent, quand vous avez un siège d'une société européenne qui est contactée, le marketing manager européen est là, le procurement est là. Et donc, on a toutes les bonnes personnes sur place. Et en contactant directement le responsable, bien, on va pouvoir, en une fois, être présent dans tous les pays qui sont les pays émiers. Il faut savoir que chez Kick & Rush, l'année passée, on a exporté dans 92 pays. Donc, on ne peut pas se permettre d'aller dans 40, 50, 60 pays pour prospecter. Il y a des barrières de langue, il y a des barrières aussi de time slot, avec des horaires qui ne sont pas les mêmes. Et donc, on essaye d'aller chercher le responsable marketing, le responsable du procurement au niveau européen. On va terminer tout doucement, parce qu'on arrive à la fin quand même, ça va très vite. Est-ce qu'il y a eu une histoire en particulier, une petite anecdote que tu aimerais nous partager dans la collaboration avec PHCom? Je crois que ça fait un an et demi qu'on collabore ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête, quelque chose que tu aimerais partager avec nous? On a commencé à travailler avec PHCom, mais c'est peut-être effectivement... Je crois que j'ai rencontré Stéphane il y a 10 ans, Stéphane de Pape, mais on n'a jamais travaillé ensemble. Mais il y a 8 ans, je me suis souvenu que j'avais eu un bon contact et que son discours m'avait plu. Et donc, je pense qu'au-delà de la réussite et au-delà de tout ce qu'on peut dire sur notre collaboration, sur l'année et demie, moi, ce que je voudrais faire passer comme message, c'est il faut travailler sur le long terme. Il faut travailler sur le long terme parce qu'on ne sait jamais ce que ça va devenir. Un client peut venir tout seul par après. Et c'est ce qu'on avait fait chez Kick & Rush au tout début. Je m'adresse, toujours maintenant, on est très focus sur les chefs scouts et sur les responsables de cercles étudiants. Pourquoi? Parce que dans 10 ans, ce seront nos clients. Et donc, s'ils ont une bonne expérience aujourd'hui, eh bien, ils auront une bonne expérience et ils reviendront vers nous dans 10 ans. Et donc, je pense que c'est l'illustration de ce qui s'est passé avec PHCom. Il faut toujours travailler sur le moyen-long terme et pas voir ce court terme en disant il faut que je signe, il faut que j'ai quelque chose pour dans le mois ou dans les semaines qui viennent. On a beaucoup parlé de ce long terme. C'est quoi la clé pour garder cette confiance avec les clients et les prospects qu'on trouve pour Kick & Rush? Je pense qu'il faut pouvoir dire non au client. Il faut pouvoir lui dire je ne pense pas que ce que vous vouliez faire soit opportun pour vous. Il faut rester dans le conseil et il faut bien comprendre la philosophie d'une marque et d'un client pour pouvoir le conseiller au mieux et en toute objectivité. Il faut pouvoir dire non et pour lui expliquer qu'il y a des risques. Et s'il veut prendre le risque, il peut le prendre et puis mais il reviendra juste après. Dernière question. Est-ce que tu peux définir ta collaboration avec PHCom en 3 mots? Alors je dirais les 3 mots qui me viennent tout de suite à l'esprit. Confiance, ténacité et honnêteté. C'est très beau pour terminer. Merci en tout cas Thibaut et tout le meilleur pour la suite. Merci Camille, au revoir.